Elle souriait à tout le monde, mais personne ne voyait les larmes qu'elle versait seule chaque soir. Que feriez-vous si le monde entier prenait de vous sans jamais rien donner en retour? Si chaque sourire que vous offriez était une pièce de votre âme qui se brisait? Cette femme a tout perdu en un instant, son travail, son toit, sa dignité. Et ce qui s'est passé ensuite va vous bouleverser. Si cette histoire résonne en vous, laissez un like pour que d'autres la découvrent. Abonnez-vous pour ne jamais manquer ces récits qui transforment. Et activez la cloche parce que ce que vous allez entendre aujourd'hui pourrait changer votre façon de voir le monde. Maintenant, laissez-moi vous raconter comment tout a commencé. Le matin à Paris sentait toujours la même chose. Café brûlé, gaz d'échappement, et ce mélange indéfinissable de pluie et de pierres anciennes que seule cette ville pouvait produire. Amara descendait les escaliers étroits de son immeuble du 18e arrondissement, ses pas résonnant contre les murs décrépits comme un métronome de solitude. 6 heures du matin, le ciel encore noir. Ses mains tremblaient légèrement, pas de froid, mais d'une fatigue qui s'était installée dans ses os depuis si longtemps qu'elle ne se souvenait plus de ce que signifiait se sentir reposée. Elle ajusta son foulard autour de son cou, celui que sa mère lui avait donné avant qu'elle ne quitte le Sénégal, il y a 7 ans. Le tissu était usé maintenant, les couleurs autrefois vibrantes, jaune soleil, rouge terre, bleu océan, étaient devenues pâles, comme des souvenirs qui s'effacent. Mais elle ne pouvait pas s'en séparer. C'était tout ce qui restait de chez elle, hormis les cicatrices invisibles et cette détermination acharnée qui la maintenait debout chaque jour. La rue était presque vide. Un sans-abri dormait recroquevillé dans l'entrée d'une boulangerie fermée, couvert de journaux. Amara s'arrêta, fouilla dans son sac et déposa doucement une pièce et un croissant qu'elle avait économisé de son propre petit déjeuner. L'homme ne bougea pas. Elle murmura une bénédiction en wolof et continua son chemin. Le métro sentait l'urine et le désespoir. Amara se tenait debout, serrée entre des corps endormis et des regards vides. Une femme blonde la bouscula sans s'excuser, serrant son sac contre elle comme si Amara allait le voler. Ce regard qu'elle connaissait trop bien, celui qui disait « Tu n'es pas d'ici, tu ne seras jamais d'ici ». Mais Amara sourit, un sourire large, chaleureux, le genre de sourire qui semblait contenir toute la lumière que le monde avait oublié de distribuer équitablement. La femme blonde détourna les yeux, gênée peut-être, ou simplement indifférente. Peu importait. Amara avait appris à donner son sourire même quand personne ne le méritait, même quand son cœur saignait. Elle travaillait comme aide-soignante dans une maison de retraite du 15e arrondissement. Le trajet durait 1h30, 3 métros, un bus, puis 15 minutes à pied. Elle arriva à 7 heures précises, comme toujours. Madame Fontaine, la directrice, la regarda avec cette expression qu'Amara connaissait également, un mélange de suspicion et de soulagement. Suspicion parce qu'Amara était étrangère. Soulagement parce qu'elle faisait le travail que personne d'autre ne voulait faire. « Bonjour, Madame Fontaine », dit Amara avec un sourire éclatant. « Bonjour, Monsieur Dubois a eu une nuit difficile. Vous devrez changer ses draps et... Eh bien, vous savez quoi faire. »« Oui, madame, bien sûr. » Amara monta les escaliers vers la chambre de Monsieur Dubois, un ancien professeur de littérature qui avait perdu presque toute sa mémoire mais pas sa capacité à être méchant. Il la regarda entrer avec des yeux larmoyants et confus. « Qui êtes-vous » demanda-t-il pour la 100e fois. « Je suis Amara, monsieur. Je suis là pour vous aider. »« Une noire, » marmonna-t-il. « Ils envoient toujours des noirs maintenant. » Le couteau invisible se planta dans son ventre, comme chaque jour. Mais Amara continua de sourire, continua de bouger avec grâce et gentillesse, changeant les draps souillés, lavant le vieil homme avec une tendresse que sa propre famille ne lui offrait plus. Elle lui parla de la météo, de comment les arbres commençaient à bourgeonner, de la beauté du printemps qui approchait. Et lentement, imperceptiblement, les traits du vieil homme se détendirent. « Vous avez de belles mains » dit-il soudain, sa voix presque enfantine. Amara regarda ses mains, rugueuses, calleuses, marquées par le travail. « Merci, monsieur. »
Elle me rappelle ma mère. Elle avait des mains comme les vôtres, des mains qui travaillent, des mains qui guérissent. » Quelque chose se brisa dans la poitrine d'Amara, mais elle retint ses larmes. « Votre mère devait être une femme merveilleuse. » Elle l'était. Ses yeux se fermèrent, avant que tout ne parte, avant qu'il ne l'emmène. Amara ne demanda pas qui. Elle savait que la douleur avait beaucoup de visages, beaucoup d'histoires. Elle finit son travail en silence, en murmurant des mélodies sénégalaises que sa grand-mère lui chantait autrefois. La journée passa comme elle passait toute. Un kaléidoscope de corps fatigués, de plaintes ignorées, de dignités volées par l'âge et la maladie. Amara nettoya, nourrit, écouta, sourit, toujours sourit. Même quand Madame Fontaine la réprimanda pour avoir pris trop de temps avec Madame Leclerc, qui pleurait pour son fils décédé. Même quand un visiteur la traita de domestique devant tout le monde. Même quand son dos hurlait de douleur et ses pieds semblaient en feu. À 18 heures, elle reprit le même trajet en sens inverse. Le métro était bondé maintenant, rempli de gens qui rentraient chez eux vers leur famille, leur dîner chaud, leur vie confortable. Amara se tenait debout, invisible parmi la foule, ses yeux fixés sur la fenêtre noire où son reflet fantomatique la regardait. « Qui es-tu devenu ?» semblait demander ce reflet. Elle détourna le regard. Son appartement était un studio au 5e étage, sans ascenseur, 9 mètres carrés, un lit qui était aussi son canapé, une petite kitchenette, une salle de bain minuscule où la douche fuyait constamment. Mais c'était à elle. Elle payait son loyer chaque mois, même si cela signifiait manger du riz pendant des semaines. Elle ferma la porte derrière elle et se laissa glisser contre le mur, ses jambes cédant enfin. Le masque tomba. Le sourire disparut, et les larmes vinrent, silencieuses, violentes, dévastatrices. Elle pleura pour sa mère qu'elle n'avait pas vue depuis 7 ans, pour son frère qui avait arrêté de répondre à ses appels, pour les rêves qu'elle avait eus en arrivant ici, rêves qui s'étaient émiettés comme du pain sec. Elle avait pensé que la France serait différente, qu'elle serait vue, reconnue, qu'elle pourrait devenir infirmière, peut-être même médecin un jour. Mais au lieu de cela, elle était coincée dans un cycle interminable de travail épuisant et de refus polis. Ses diplômes sénégalais ne comptaient pas ici. Son accent était trop fort. Sa couleur de peau était un problème pour certains patients. Mais elle ne pouvait pas rentrer. Il n'y avait rien pour elle là-bas non plus. La pauvreté, la guerre, l'impossibilité. Alors, elle restait, et elle souriait. Et elle donnait tout ce qu'elle avait aux autres, espérant qu'un jour, peut-être, quelqu'un lui rendrait un peu de cette lumière. Ce soir-là, alors qu'elle préparait son modeste dîner de riz et de légumes bouillis, son téléphone vibra. Un message de sa mère. Son cœur bondit. Elle ouvrit rapidement le message. « Ma fille, ton père est malade. Nous avons besoin d'argent pour l'hôpital. »« S'il te plaît ?» Amara regarda son compte bancaire. 120 € jusqu'à la fin du mois, dont 80 devaient aller au loyer. Elle ferma les yeux et respira profondément. Puis elle envoya tout ce qu'elle avait. Amara n'avait pas mangé pendant 3 jours. Pas parce qu'il n'y avait pas de nourriture. Il y avait du riz, quelques légumes flétris, la moitié d'une baguette qui durcissait, mais parce que la faim dans son ventre lui semblait une pénitence qu'elle méritait. Son père avait besoin de médicaments. Le message de sa mère avait été désespéré. Qu'était son propre malaise en comparaison de cela? Le 4e jour, elle s'évanouit en aidant Madame Leclerc à s'allonger. Elle reprit conscience sur le sol de la chambre, la vieille dame pleurant au-dessus d'elle et Madame Fontaine debout dans l'encadrement de la porte, les bras croisés. « C'est inacceptable, Amara. »« Je suis désolé, madame. Je seulement... Si vous n'êtes pas capable de faire le travail, il y en a beaucoup d'autres qui le peuvent. » La menace plana dans l'air comme une lame. Amara se releva, sa vision tournoyant en cercle. Ça ne se reproduira plus. Madame Fontaine l'observa longuement, son expression illisible, puis elle partit sans un mot de plus. Ce soir-là, Amara s'arrêta dans une église sur le chemin du retour. Elle n'était pas catholique, elle avait été élevée musulmane, bien que sa pratique se soit réduite à des murmures de prière dans les moments de désespoir.
Mais les églises étaient silencieuses, et elle avait besoin de silence. Elle avait besoin d'un endroit où elle pouvait exister sans avoir à jouer un rôle, sans avoir à sourire. Elle s'assit sur un banc vers le fond, entourée de bougies vacillantes et de l'odeur de l'encens. La Vierge Marie la regardait depuis un vitrail, son visage à la fois serein et souffrant. Amara se demanda si Marie s'était déjà sentie aussi fatiguée, si elle avait déjà voulu abandonner. « Ça va ?» Amara leva les yeux. Un prêtre se tenait à quelques mètres, son visage doux et marqué par le temps. Il était âgé, avec des cheveux argentés et des yeux qui semblaient avoir été témoins de beaucoup de souffrances. « Je vais bien, mon père, je me repose seulement. »« C'est un bon endroit pour ça. » Il s'assit sur le banc devant elle, lui laissant de l'espace. « Je suis le père Michel. Je ne crois pas vous avoir déjà vu ici. Je ne viens pas souvent. » Amara regarda ses mains. « Je ne suis pas catholique. Dieu ne s'occupe pas tant de ces choses-là que nous le pensons. » Il sourit doucement. « Vous semblez porter un poids bien trop grand pour des épaules si petites. » Quelque chose dans ces mots rompit une digue en elle. Les larmes coulèrent avant qu'elle puisse les retenir. « Désolé. Je ne devrais pas. »« Ici, c'est un endroit sûr pour les larmes, » dit le prêtre avec douceur. Peut-être le seul endroit vraiment sûr pour elle. Et alors, pour la première fois depuis son arrivée en France, Amara parla. Elle parla de sa famille lointaine, de son père malade, de l'argent qui n'était jamais assez, des regards dans la rue, des mots blessants déguisés en sollicitude, de l'épuisement qui broyait ses os jusqu'à les réduire en poussière, de la façon dont elle souriait à tout le monde, donnait tout ce qu'elle avait et rentrait chez elle vide. « Pourquoi souriez-vous » demanda le père Michel quand elle eut fini. « Si ça fait si mal, pourquoi continuez-vous à donner » Amara resta silencieuse longtemps. « Parce que si j'arrête de donner, que me reste-t-il? Si je laisse ce monde me transformer en pierre, en amertume, alors il gagne, alors je perds qui je suis. Et qui êtes-vous » La question la prit au dépourvu. Elle ouvrit la bouche, mais aucun mot ne vint. Qui était-elle? Ce n'était plus la jeune fille pleine de rêves qui avait quitté Dakar. Ce n'était plus la fille que sa mère avait connue. Ce n'était pas la professionnelle qu'elle avait espéré devenir. « Je ne sais plus » murmura-t-elle enfin. Le père Michel hocha la tête comme si c'était exactement la réponse qu'il attendait. « Alors peut-être est-il temps de le découvrir. Mais d'abord, il faut que vous mangiez. Venez. » Il la conduisit jusqu'à une petite cuisine à l'arrière de l'église, où un groupe de bénévoles préparait de la soupe pour les sans-abri. Une femme âgée, aux mains noueuses et aux yeux brillants, remplit un bol et le posa devant Amara. « Mange, ma chérie, tu es transparente. » Amara mangea. La soupe était simple, légumes, pommes de terre, un peu de pain. Mais chaque cuillerée semblait lui rendre des morceaux de son humanité. Autour d'elle, les gens parlaient, riaient. Il y avait un monsieur africain qui racontait des histoires dans un français cassé qui faisait rire tout le monde. Une jeune Bangladaise qui dessinait dans un carnet abîmé. Un homme polonais qui jouait de l'harmonica. Tous, comme elle, étaient invisibles dans le monde extérieur. Mais ici, dans ce petit espace, ils existaient. On les voyait. « Vous pouvez revenir quand vous voulez », dit le père Michel quand elle se prépara à partir. « Et si vous avez besoin de travail supplémentaire, nous avons toujours besoin d'aide pour les distributions de repas le samedi. Ce n'est pas beaucoup d'argent, mais... » « J'accepte », dit immédiatement Amara. N'importe quel argent était de l'argent. Il sourit. « Bienvenue, Amara. » En rentrant chez elle ce soir-là, quelque chose avait changé. Le poids était toujours là, la dette, la fatigue, la solitude, mais il y avait aussi une petite braise de quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, de l'espoir peut-être, ou simplement le souvenir qu'elle n'était pas complètement seule. Mais en arrivant à son appartement, elle trouva une enveloppe glissée sous la porte. Son cœur sombra avant même qu'elle ne l'ouvre. Elle connaissait ce genre d'enveloppe, officielle, froide. À l'intérieur, un avis, le propriétaire augmentait le loyer de 100 € à partir du mois prochain. En raison de travaux dans l'immeuble, disait la lettre, bien qu'Amara sût qu'aucun travaux n'était en cours.
C'était juste une autre façon de chasser les locataires indésirables, les étrangers, les pauvres. Elle tint le papier de ses mains tremblantes, refaisant les comptes dans sa tête. Même avec le travail supplémentaire à l'église, ce ne serait pas assez. Ce ne serait même pas proche d'être assez. Amara s'assit par terre dans son petit appartement, la vie encore dans les mains, et regarda autour d'elle, 9 mètres carrés d'existence précaire. Son seul refuge. Et maintenant, même cela lui était arraché. La petite braise d'espoir qu'elle avait ressentie quelques minutes plus tôt commença à vaciller dans l'obscurité. Le propriétaire s'appelait M. Beaumont et il sentait le cigare et l'indifférence. Amara se tenait devant lui dans son bureau du 16e arrondissement, un endroit qui respirait l'argent avec ses meubles en cuir et ses tableaux abstraits au mur. Elle avait pris un après-midi de congé, sans salaire, pour venir plaider sa cause. « Monsieur Beaumont, s'il vous plaît, je paie toujours à temps. Je suis une locataire tranquille. Je ne peux pas payer 100 € de plus. C'est impossible. » Il ne leva même pas les yeux de son ordinateur. « Mademoiselle, comment prononce-t-on votre nom déjà ?»« Amara. »« Oui, Amara. » Il prononça son nom comme si c'était quelque chose de sale dans sa bouche. « Écoutez, les prix augmentent partout à Paris. Ce n'est pas personnel. Si vous ne pouvez pas payer, il y a d'autres appartements, dans d'autres quartiers. D'autres quartiers. Il voulait dire plus loin, plus pauvres, là où les gens comme elle étaient censés vivre. J'ai besoin de temps, juste quelques mois pour... Le bail est clair, 30 jours de préavis. Il la regarda enfin, ses yeux froids comme le marbre. Vous savez, vous devriez être reconnaissante. Ce n'est pas facile de trouver des propriétaires qui louent aux... Il fit un geste vague de la main. Aux étrangers. Le mot resta suspendu entre eux, lourd de tout ce qu'il ne disait pas. Aux Africains, aux indésirables, aux gens qui ne devraient pas être ici. Amara sentit quelque chose se briser en elle, pas de la tristesse, quelque chose de plus dangereux, de la colère. « Je travaille 60 heures par semaine, dit-elle, sa voix tremblante mais ferme. Je prends soin de vos aînés, je nettoie leur merde. Je tiens leurs mains quand ils pleurent pour leurs enfants qui ne viennent jamais les voir. Je paie mes impôts, je respecte vos lois, et vous me traitez comme si j'étais de la vermine. » Monsieur Beaumont se leva, son visage rougit. « Comment osez-vous me parler ainsi? Sortez, maintenant. Et vous pouvez considérer que j'exige que vous partiez dans 2 semaines, pas 30 jours. Vous ne pouvez pas... Sortez avant que j'appelle la police. » Amara sortit, ses jambes tremblantes, sa vision brouillée par les larmes qu'elle refusait de laisser tomber devant lui. Dans la rue, elle s'appuya contre un mur et respira profondément, encore et encore, essayant de ne pas s'effondrer complètement. Elle avait 2 semaines. 2 semaines pour trouver un nouvel appartement, rassembler l'argent pour le dépôt de garantie, déménager. Impossible, c'était absolument impossible. Le téléphone dans sa poche vibra. Un message de Madame Fontaine. « Vous devez venir me voir demain matin avant votre service. » Son cœur se serra. Rien de bon ne venait jamais de ces convocations. Cette nuit-là, Amara ne dormit pas. Elle passa des heures sur Internet, cherchant des appartements qu'elle ne pouvait pas se permettre, contactant des propriétaires qui ne répondaient jamais, ou qui répondaient avec des excuses polies dès qu'ils entendaient son accent au téléphone. « Désolé, déjà loué. Nous cherchons quelqu'un avec des références plus solides. Ce ne serait pas un bon match. » À l'aube, elle abandonna et s'assit près de sa fenêtre, regardant Paris s'éveiller. La ville était si belle de loin, les toits gris argentés, la tour Eiffel dans la brume matinale, les boulevards bordés d'arbres. Comment quelque chose de si beau pouvait-il être si cruel? Le lendemain matin, elle arriva à la maison de retraite avec 15 minutes d'avance, comme toujours. Madame Fontaine l'attendait dans son bureau, le visage sévère. « Asseyez-vous, Amara. » Elle s'assit, ses mains serrées sur ses genoux. « Nous avons reçu une plainte. » Madame Fontaine poussa un papier sur le bureau. La famille de Monsieur Laroche affirme que de l'argent a disparu de la chambre de leur père. 50 €. Ils disent que vous étiez la dernière personne à être seule avec lui. Le sol sembla se dérober sous les pieds d'Amara.
Quoi? Non, je n'ai jamais... Je ne ferai jamais... Ils sont très insistants. Madame Fontaine, vous me connaissez. Je travaille ici depuis 4 ans, je n'ai jamais pris... Je sais, elle soupira lourdement. Mais nous devons prendre ces accusations au sérieux. Je dois vous suspendre pendant l'enquête, sans salaire. Les mots tombèrent comme des pierres. Sans salaire? Mais madame, j'ai besoin... Je viens de perdre mon appartement, je ne peux pas, s'il vous plaît. C'est la procédure. Je suis désolé. Mais elle ne semblait pas désolée. Elle semblait soulagée. Soulagée d'avoir une excuse. Amara sortit du bureau comme une somnambule. Dans le couloir, elle croisa M. Dubois dans son fauteuil roulant. Il leva les yeux vers elle et sourit, un de ses rares moments de lucidité. « Ah, ma belle infirmière, celle aux mains qui guérissent !» Elle s'agenouilla près de lui, les larmes coulant maintenant librement. « Monsieur Dubois, pourquoi pleurez-vous » Il toucha son visage avec sa main tremblante. « Ne pleurez pas, il y a déjà trop de larmes dans ce monde. »« Je ne sais pas quoi faire, » murmura-t-elle. « Je ne sais plus comment continuer. » Le vieil homme la regarda avec ses yeux laiteux, et pendant un instant, elle vit une clarté profonde là-dedans. « Vous continuez parce que vous devez, parce que c'est ce que font les forts. Ma mère me disait toujours, même quand le monde te brise, tu continues de donner tes morceaux, car c'est dans les morceaux brisés que la lumière peut passer. » Amara pleura dans ses mains, ce vieil homme confus lui tenant les épaules, et elle comprit alors quelque chose de terrible et de beau à la fois. Elle avait donné et donné jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Elle s'était vidée pour remplir les autres, et maintenant, elle était creuse. Elle rentra chez elle sous une pluie froide qui semblait laver la ville, mais pas sa douleur. Dans son appartement, elle regarda ses maigres possessions et réalisa qu'elle n'avait nulle part où aller. Cette nuit-là, pour la première fois depuis son arrivée en France, Amara ne sourit pas, ne pria pas, ne chercha pas la lumière. Elle s'assit dans le noir et laissa l'obscurité l'engloutir complètement. 3 jours passèrent dans un brouillard. Amara ne quittait presque plus son appartement. Elle rationnait le peu de nourriture qui lui restait, une pomme le matin, du riz bouilli le soir. Le téléphone sonnait parfois, sa mère, le père Michel. Elle ne répondait pas. Qu'aurait-elle pu dire? Qu'elle avait échoué, que tous leurs espoirs en elle n'étaient que des illusions? Le 4e jour, quelqu'un frappa à sa porte, doucement d'abord, puis avec plus d'insistance. « Amara, c'est moi, père Michel. Je sais que vous êtes là, s'il vous plaît. » Elle resta immobile, espérant qu'il partirait. Mais les coups continuèrent, patients, déterminés. Finalement, avec un soupir de défaite, elle ouvrit. Le prêtre la regarda, et son visage se décomposa. « Mon Dieu, ma fille !» Elle devait avoir une apparence terrible. Elle ne s'était pas regardée dans un miroir depuis des jours. « Je vais bien, » mentit-elle, sa voix rouillée. « Non. » Il entra sans permission, refermant la porte derrière lui. « Vous n'allez pas bien, et c'est normal de ne pas aller bien. » Ces mots, si simples, si évidents, brisèrent quelque chose en elle. Elle s'effondra sur son lit, et le père Michel s'assit à côté d'elle, attendant simplement. Pas de jugement, pas de solution facile, juste une présence. « J'ai tout perdu, » murmura-t-elle enfin. « Mon travail, mon logement, ma dignité. » Elle le regarda, les yeux rouges. « Vous m'avez demandé qui j'étais. Je croyais être quelqu'un de fort, quelqu'un qui donnait de la lumière, mais je n'étais qu'une idiote qui souriait pendant qu'on la détruisait. Vous croyez que donner fait de vous une idiote? Quand ça ne sert à rien, oui. » Sa voix monta, toute la rage contenue explosant. « J'ai donné et donné, à ma famille, aux patients, aux étrangers dans la rue. Et pourquoi? Personne ne me voit, personne ne se soucie, je suis invisible. » Le père Michel resta silencieux un long moment. Puis il dit doucement, « Vous vous trompez. Comment osez-vous? Laissez-moi finir. » Sa voix était ferme, mais gentille. « Vous vous trompez parce que vous pensez que donner est une transaction, que si vous donnez assez, le monde vous donnera en retour. Mais ce n'est pas ainsi que fonctionne la lumière.
Il se leva, marcha vers la petite fenêtre. Le soleil brille sur les justes et les injustes, sur ceux qui le méritent et ceux qui ne le méritent pas. Il ne demande rien en retour. Et pourtant, le soleil ne devient pas moins soleil parce que quelqu'un ferme ses volets. « Je ne suis pas le soleil, » dit Amara amèrement. « Je suis juste fatigué. Alors reposez-vous. » Il se tourna vers elle. « Mais ne confondez pas repos et abandon. Ne laissez pas la cruauté du monde éteindre qui vous êtes vraiment. Et qui suis-je? Une aide-soignante sans emploi? Une immigrée sans maison? Vous êtes quelqu'un qui tient la main de vieillard mourant, qui donne son dernier croissant à un sans-abri, qui envoie son dernier euro à sa famille, même quand elle a faim. » Il s'agenouilla devant elle. « Vous êtes quelqu'un qui porte tant de douleur et qui choisit quand même la gentillesse. C'est un acte révolutionnaire, Amara. C'est un miracle. » Les larmes coulaient maintenant, mais différentes. Pas de désespoir. Quelque chose de plus profond. « Mais ça fait trop mal, » sanglota-t-elle. « Je ne peux plus. Alors ne le faites pas seul. » Il prit ses mains. « Venez avec moi. » Il l'emmena à l'église, mais pas dans la chapelle principale, dans une petite salle à l'arrière où se tenait une réunion. Une dizaine de personnes assises en cercle, des visages de toutes couleurs, de tous âges, africains, arabes, asiatiques, quelques Français. Tous avec le même regard qu'Amara, celui de ceux qui ont survécu à l'invisible guerre d'être étrangers. « Bienvenue, » dit une femme âgée avec un accent algérien prononcé. « Asseyez-vous, nous sommes ici pour partager nos fardeaux. » Et ils partagèrent. Une femme bangladaise qui avait perdu la garde de ses enfants. Un homme syrien dont les qualifications de médecin ne valaient rien ici. Une jeune chinoise exploitée dans un restaurant. Chacun avait une histoire de survie, de dignité volée, de continuité malgré tout. Quand vint le tour d'Amara, elle parla. Pour la première fois, elle raconta tout sans filtre, sans sourire pour adoucir, sans minimiser pour ne pas déranger. Elle parla de sa colère, de sa honte, de son épuisement, et ils écoutèrent, vraiment écoutèrent. Quand elle finit, le silence dura un moment. Puis la femme algérienne dit « Vous savez ce que vous êtes? Une guerrière. Parce qu'il faut plus de courage pour continuer à aimer un monde qui vous rejette que pour simplement le haïr. » L'homme syrien ajouta « Mon appartement a une petite chambre. Mon colocataire vient de partir. Ce n'est pas grand, mais c'est propre. Vous pouvez rester jusqu'à ce que vous trouviez mieux. Loyer bas. » La femme bangladaise. « Ma cousine dirige une clinique communautaire. Il cherche des aides-soignantes. Le salaire n'est pas fantastique, mais il ne discrimine pas. » Les offres continuèrent. Petites, imparfaites, mais réelles. Amara les regarda, ces étrangers qui comprenaient, et quelque chose se ralluma en elle. Pas le grand feu d'espoir qu'elle avait eu en arrivant en France. Quelque chose de plus petit, mais plus durable. Une braise qui pourrait survivre aux tempêtes. « Pourquoi ?» demanda-t-elle, sa voix cassée. « Pourquoi m'aidez-vous? Vous ne me connaissez pas. » La femme algérienne sourit, un sourire qui contenait 1000 histoires de survie. « Parce que quelqu'un m'a aidé une fois. Et avant que tu ne demandes pourquoi ils m'ont aidé, c'est simple. Parce que c'est ce que nous faisons. Nous, les invisibles, nous nous voyons les uns les autres. » Cette nuit-là, Amara ne rentra pas dans son appartement vide. Elle resta à l'église, dormant sur un canapé dans la salle communautaire, entourée de ses nouveaux alliés qui comprenaient son combat parce que c'était aussi le leur. Et pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sentait pas seule. Le soleil se levait à l'extérieur, peignant Paris en or, et Amara comprit enfin, elle avait cherché à être vue par un monde qui refusait de la regarder. Mais peut-être que la vraie révélation était d'apprendre à se voir elle-même, à valoriser sa propre lumière, même quand personne d'autre ne le faisait. Elle était toujours brisée, toujours fatiguée, mais maintenant, elle n'était plus seule dans les ténèbres, et cela changeait tout. 6 mois plus tard, Amara se tenait devant le miroir de sa nouvelle chambre, petite mais lumineuse, avec une fenêtre qui donnait sur une cour où des enfants jouaient.
Elle ajustait son uniforme de la clinique communautaire, celui avec le logo brodé qui disait « Soins sans frontières ». Le tissu était usé mais propre, et elle le portait avec une fierté qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Son téléphone sonna. Sa mère. Cette fois, elle répondit « Allô, maman ?»« Amara, ma fille !» La voix de sa mère tremblait de soulagement. « Pourquoi tu ne réponds jamais? Nous nous inquiétons tellement. »« Je sais, maman, je suis désolée. » Elle s'assit sur son lit. « Comment va papa? »« Mieux. Les médicaments fonctionnent. Grâce à toi. » Une pause. « Mais toi, tu sembles différente dans ta voix. » Amara sourit, surprise que sa mère puisse entendre les changements même à travers des milliers de kilomètres. « Je suis différente, j'ai appris beaucoup de choses. Raconte-moi. » Et Amara raconta. Pas tout, pas la fin, pas les nuits passées à pleurer, pas la suspension injuste, mais l'essentiel. Comment elle avait touché le fond, comment elle avait trouvé une communauté, comment elle avait appris que la force ne signifiait pas tout endurer seule. Tu sais, maman, j'ai toujours cru que je devais être forte pour tout le monde, sourire même quand ça faisait mal, ne jamais montrer de faiblesse. C'est ce que je t'ai enseigné, dit sa mère doucement, avec une note de culpabilité. Non, dit Amara fermement. Tu m'as enseigné à être courageuse. C'est moi qui ai confondu le courage avec le martyre. J'ai cru que donner signifiait se vider complètement. Mais j'ai appris que je ne peux pas allumer la lumière des autres si je laisse la mienne s'éteindre. Sa mère resta silencieuse un moment. Puis, tu es devenue sage, ma fille, plus sage que ta mère. Après avoir raccroché, Amara se prépara pour le travail. La clinique était dans le 19e arrondissement, dans un quartier que les guides touristiques n'incluaient pas. C'était bruyant, chaotique, magnifique dans son imperfection. Des femmes en hijab marchaient à côté de femmes en mini-jupe. Des odeurs de cuisine africaine, asiatique, moyenne-orientale se mélangeaient dans l'air. Des enfants de toutes couleurs jouaient ensemble dans les rues. Ici, Amara n'était pas l'exception. Elle était la norme. À la clinique, elle travaillait aux côtés de Dr Camara, une femme ivoirienne, dont les diplômes avaient enfin été reconnus après 15 ans de combat. « Bonjour Amara », dit-elle chaleureusement. « Prête pour une longue journée ?»« Toujours. » Les patients arrivaient, des sans-papiers, des réfugiés, des travailleurs pauvres qui ne pouvaient pas se permettre les hôpitaux réguliers. Amara les accueillait avec le même sourire qu'avant, mais différent maintenant. Pas un masque, pas une performance. Un sourire authentique qui venait d'un endroit de force réelle, pas de désespoir déguisé. Un jeune homme somalien entra, l'air terrifié. « Je n'ai pas de papier. Je ne peux pas payer. » Amara toucha son bras gentiment. « Ici, nous soignons d'abord. Le reste, on verra après. Asseyez-vous. » En le soignant, elle vit son propre reflet, la peur, la honte, l'impression d'être invisible. « Vous savez, » dit-elle doucement en nettoyant sa blessure, « je comprends ce que vous ressentez, d'être ici mais de ne pas vraiment être ici. » Il la regarda surpris. « Vous ? » ?»« Moi. » Elle sourit. « Mais j'ai appris quelque chose d'important. Ils peuvent nous rendre invisibles à leurs yeux, mais nous ne devons jamais nous rendre invisibles à nos propres yeux. » L'après-midi, pendant sa pause, elle marcha jusqu'à un parc voisin où le groupe de soutien se réunissait maintenant, une fois par semaine. La femme algérienne, Fatima, était déjà là, distribuant du thé à la menthe. L'homme syrien, Youssouf, lisait un journal. La jeune chinoise, Lin, dessinait. « Amara, Fatima l'embrassa sur les 2 joues. « Tu as l'air radieuse. Je me sens moi-même. Enfin. » « C'est le plus grand cadeau, » dit Youssouf en levant les yeux de son journal, « de se retrouver après s'être perdu. » Ils parlèrent, rirent, partagèrent leurs petites victoires et leurs défaites persistantes. Amara réalisa quelque chose de profond. Elle avait passé tant d'années à chercher l'acceptation d'un monde qui ne voulait pas d'elle. Mais ici, dans ce petit cercle de survivants, elle avait trouvé quelque chose de plus précieux,
une famille choisie, une communauté forgée non par le sang ou la géographie, mais par la compréhension mutuelle. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Amara passa devant la maison de retraite où elle avait travaillé. Elle hésita, puis entra. À la réception, une nouvelle employée la regarda avec méfiance. « Puis-je vous aider ? Je voudrais voir Monsieur Dubois, juste quelques minutes. » La femme vérifia quelque chose sur son ordinateur. « Il est en phase terminale. La famille a dit pas de visiteurs. S'il vous plaît. » Amara la regarda dans les yeux. « Dites-lui que c'est l'infirmière aux mains qui guérissent. Il se souviendra. » 5 minutes plus tard, elle était à son chevet. Le vieil homme était si frêle maintenant, presque translucide. Mais quand il vit Amara, ses yeux s'illuminèrent. « Ma belle, murmura-t-il, vous êtes revenue. » Elle prit sa main, cette main qui avait un jour touché son visage alors qu'elle pleurait. « Je voulais vous dire merci. Vous m'avez dit que la lumière passe à travers les morceaux brisés. Vous aviez raison. » Il sourit faiblement. « Et vous brillez encore ?»« Oui, dit-elle. Et c'était vrai. Mais maintenant je sais que je n'ai pas besoin de me briser pour briller. Je peux être entière et lumineuse en même temps. »« Sage, murmura-t-il. Si sage. » Ses yeux se fermèrent. « Merci de ne pas avoir abandonné. Le monde a besoin de gens comme vous. » Amara resta jusqu'à ce qu'il s'endorme, tenant sa main, cette connexion silencieuse entre deux âmes qui s'étaient vues vraiment. En quittant la maison de retraite, elle leva les yeux vers le ciel parisien, maintenant teinté de violet et d'or par le coucher du soleil. La ville était toujours aussi belle et cruelle. Mais Amara avait changé. Elle ne cherchait plus à être acceptée par un monde qui ne voulait pas d'elle. Elle avait appris la plus grande leçon. Donner n'était pas se vider, c'était partager de sa plénitude. Et pour être pleine, elle devait aussi recevoir de l'aide, de l'amour, de la communauté. Elle sourit, un vrai sourire, libre et léger, et commença à marcher vers la maison, vers la lumière qu'elle avait trouvée, non pas dans l'acceptation des autres, mais dans l'acceptation d'elle-même. Amara avait appris la leçon la plus difficile de sa vie. On ne peut pas donner sa lumière si on laisse la sienne s'éteindre. Mais voici la vraie question. Combien d'entre nous sacrifient leur propre bonheur en croyant que c'est ce que signifie être fort? Cette histoire vous a touché? Alors partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Quelqu'un qui donne trop et reçoit trop peu. Quelqu'un qui sourit en public mais pleure en privé. Laissez un commentaire et dites-moi, avez-vous déjà senti que vous donniez plus que vous ne receviez? Abonnez-vous pour plus d'histoires qui guérissent l'âme, activez les notifications parce que la prochaine pourrait être exactement ce dont votre cœur a besoin. Et rappelez-vous toujours, vous méritez de briller autant que la lumière que vous donnez aux autres.